Le pétrole a été utilisé dès l'Antiquité pour ses vertus thérapeutiques chez les Égyptiens, comme ciment de construction chez les Babyloniens, comme feu grégeois pour neutraliser l'adversaire et pour assurer l'étanchéité des galères chez les Grecs et les Romains. Mais c'est en tant que pétrole lampant qu'il connaîtra au XIXe siècle un véritable succès. Très rapidement, sa facilité de transport et de stockage vont lui permettre de s'imposer comme principal combustible dans les transports. La première date marquante de l'histoire du pétrole reste le 27 août 1859, quand le colonel Drake fit jaillir en Pennsylvanie le précieux liquide. S'ensuit une ruée vers l'or noir qui va faire la fortune de nombreux pionniers. J.D. Rockefeller reste le plus célèbre. Il créa la fameuse Standard Oil, dont le démantèlement antitrust en 1910 donnera naissance aux grandes compagnies pétrolières américaines. Exxon, Mobil, Gulf, Chevron, Texaco, Conoco et Amoco ne sont que les enfants de la Standard Oil. Les frères Nobel s'octroyèrent grâce au tsar Nicolas II le monopole du pétrole russe en mer Caspienne dans la région de Bakou. Le Hollandais Henri Deterdink fusionne en 1907 la Royal Dutch avec la Shell, une compagnie de transport appartenant à Marcus Samuel, un ancien vendeur de coquillages. William Knox Darcy, un aristocrate britannique, fait jaillir en 1907 le pétrole du sous-sol iranien. Sa compagnie, l'Anglo-Persiane, sera partiellement nationalisée par Winston Churchill juste avant la Première Guerre mondiale. Elle deviendra la British Petroleum. Enfin, le visionnaire Calouste Gulbenkian créa à la même époque l'industrie pétrolière irakienne. Après la défaite allemande de 1918, le riche Arménien jouera les traits d'union entre les Français et les Britanniques. Il s'ensuivra la création de la Compagnie française des pétroles, ancêtre de Total. C'est aussi grâce à Gulbenkian que les Américains prendront place au Moyen-Orient, notamment en Arabie saoudite. Ce partage fut gravé dans le marbre en 1928 à travers les célèbres accords de la ligne rouge. Sans aucune méthode de prospection, les premiers champs sont produits à l'aide d'une multitude de puits verticaux rapprochés. Ce type de développement générera des accidents majeurs, l'incendie d'un puits pouvant provoquer l'embrasement de la région entière. Heureusement, la géologie et la géophysique vont rapidement remplacer l'empirisme. Véritable imagerie du sous-sol, la sismique va notamment permettre la découverte des champs géants au Moyen-Orient. Produits à un coût modique, ils seront le catalyseur majeur de la croissance dans les pays développés durant les 30 Glorieuses. Mais à la fin des années 60, le pétrole facile onshore ne peut plus supporter à lui seul la croissance de la demande mondiale, qui va pratiquement doubler entre 1965 et 1973. Comme souvent, l'histoire et la politique vont accélérer les choses. Le 6 octobre 1973, l'Égypte et la Syrie lancent une attaque militaire surprise contre Israël dans le but de récupérer les territoires perdus durant la guerre des 6 jours. Mais grâce aux Américains, les Israéliens rétablissent rapidement la situation. Un casus belli pour les nations arabes qui répliquent en augmentant le prix du baril et en imposant un embargo sur les livraisons de pétrole à destination des pays consommateurs. En quelques années, les prix sont multipliés par 15, un séisme économique qui sonne le glas des 30 Glorieuses. Pour les pays de l'OCDE, il inaugure une longue période de marasme économique et de chômage endémique. Mais l'augmentation des cours du baril permet aussi de valoriser des ressources jusqu'alors non économiques situées en mer du Nord et dans le golfe du Mexique, puis plus tard au large du Brésil et dans les eaux du golfe de Guinée. En 25 ans, la part de l'offshore triplera pour atteindre 31% de la production mondiale à la fin du XXe siècle. À la fin des années 90, c'est la demande croissante des pays émergents qui pousse les pays pétroliers et les grandes compagnies à se tourner vers l'exploitation du pétrole en grande profondeur d'eau.
Après la première de Girasol située dans les eaux territoriales angolaises, les développements vont s'enchaîner dans le golfe de Guinée, dans le golfe du Mexique et au large des côtes brésiliennes. Toujours plus loin, toujours plus complexe, à peine les grands fonds furent-ils maîtrisés que les compagnies vont s'attaquer aux régions arctiques et subarctiques. En dehors des contraintes sur les hommes et l'équipement, ces conditions climatiques extrêmes nécessitent de s'accommoder de la banquise. Ainsi, dans le nord de la mer Caspienne, le champ de Kashagan a-t-il été développé en construisant des îles artificielles. Les huiles lourdes sont des pétroles très visqueux situés à faible profondeur. Pour les produire, il faut soit les extraire à partir de mines gigantesques à ciel ouvert, soit injecter de la vapeur chaude pour réduire leur viscosité. L'exploitation des huiles lourdes se restreint aujourd'hui au Venezuela et au nord-ouest canadien. En exploitant le pétrole de schiste, les États-Unis ont réduit en 10 ans leur dépendance pétrolière de moitié. Pour extraire ces hydrocarbures, il est nécessaire de fissurer la roche en utilisant une technique controversée mais pourtant bien maîtrisée, la fracturation hydraulique. Cette révolution est aussi le fruit de conditions uniques propres aux États-Unis. Pour des raisons à la fois économiques, légales et sociétales, la révolution américaine des pétroles de schiste n'est pas facilement exportable. Ce bref historique nous démontre que l'époque bénie du pétrole facile et bon marché est révolue, et que depuis le début des années 70, nous ne cessons de repousser l'exploitation pétrolière vers les frontières de l'impossible. Vous trouverez les informations détaillées dans mon dernier ouvrage « Croissance, énergie, climat, dépasser la quadrature du cercle » paru aux éditions de Bouc Supérieur. Il est disponible en librairie et sur le net. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode. Nous y discuterons transport.